Samedi 29 novembre 2025, la librairie Ombre Blanche recevait Sophie Guérin-Gasque, architecte et docteure en histoire de l'art, directrice de l'association Don Robert, moine bénédictin et l'un des plus grands peintres cartonniers de tapisserie du XXe siècle. Elle y présentait en dialogue avec Élodie Gomez-Pradier, directrice adjointe du musée Don Robert à Sorèze, son ouvrage paru chez Azan, Don Robert, moine et artiste. Bonne écoute. Alors bonjour à toutes et à tous, merci d'être présentes et présents cet après-midi si nombreuses et si nombreux à la rencontre de Sophie Guérin-Gasque que nous sommes très heureux d'accueillir à l'occasion de la parution d'un livre aux éditions Azan, un livre qui s'intitule Don Robert, moine et artiste. Je dis juste un mot de présentation et ensuite je laisse la parole à nos deux invités. Donc Sophie Guérin-Gasque, vous êtes docteur en histoire de l'art, architecte du patrimoine. Vous avez soutenu une thèse ici à Toulouse au Mirail sur Henri Guérin, peintre verrier. Henri Guérin, donc, qui était votre père, et peintre et maître verrier. Vous êtes également responsable du fonds Don Robert de l'abbaye d'Ancalca, une collection qui est maintenant à Sorèze, à l'abbaye école de Sorèze. Et donc vous allez nous présenter ce livre qui est une sorte de biographie ou d'état sur la recherche actuelle, un état des connaissances actuelles sur Don Robert. Et donc avec vous, Élodie Gomez-Pradier, merci beaucoup à vous d'être là. Vous êtes également docteur en histoire de l'art, spécialiste de la tapisserie. Vous avez soutenu une thèse sur Oudry et la tapisserie, et vous êtes également conservatrice, il me semble, à l'abbaye, au musée de Sorèze, à l'abbaye école de Sorèze. Voilà. Encore une fois, merci à vous, et je vous laisse tout de suite la parole. Merci d'être venus si nombreux, voilà, ça fait plaisir. Je sais que Don Robert, les gens aiment beaucoup Don Robert pour ses tapisseries. Ils connaissent beaucoup moins son histoire. Il y a beaucoup de choses qu'on sait comme ça, mais qui n'avaient jamais été approfondies. J'ai eu la chance de travailler depuis 20 ans avec les moines de l'abbaye d'Ancalcat, et donc de participer avec eux et grâce à eux à l'aventure de la création du musée Don Robert à Sorèze. Élodie a pris ma suite il y a 2 ans et demi, maintenant 3 ans. 3 ans déjà maintenant, et j'ai pu me consacrer effectivement à l'écriture de cet ouvrage. En fait, ça faisait longtemps que je faisais des conférences autour de l'œuvre de Don Robert, où j'avais eu la chance de pouvoir connaître l'œuvre elle-même, de Don Robert, travailler sur les tapisseries, et il n'y avait jamais eu de biographie sur l'œuvre. Et donc, dans mes conférences, petit à petit, j'intégrais des éléments de biographie. Et puis l'année dernière, justement, on parlait des 10 ans de la création des 10 ans du musée. L'idée est venue il y a déjà 2 ans d'enfin écrire une biographie. Alors moi, je pensais me contenter tout simplement de ce que j'avais déjà repéré dans les archives, d'écrire ce que je disais un peu en conférence. Et puis en tant qu'historienne de l'art, on veut vérifier ses sources. Et le fait d'avoir voulu vérifier mes sources, j'ai trouvé quantité d'autres sources. Donc ça, on va le développer au fur et à mesure qu'on va avancer. Et ça fait cet ouvrage biographique qui, en fait, est aux éditions Azan, le dernier ouvrage sur Don Robert, Les Saisons, qui évoque effectivement la beauté de l'œuvre de Don Robert autour des saisons, sauf l'hiver, évidemment, montrait beaucoup d'œuvres. Et il n'y avait pas d'éléments de biographie dans cet ouvrage. On s'est rendu compte une fois qu'il était publié, j'ai travaillé avec les moines à ce sujet-là, qu'on n'avait même pas mis une notice biographique à la fin de l'ouvrage des saisons. Vous voyez, donc c'est parti un peu de là, de se dire mais il faut faire quelque chose. Et donc j'ai pu travailler 2 ans sur cet ouvrage. C'est cet objet que vous avez maintenant, là, qui je pense on est très heureux de voir cet objet fini, avec une couverture qui effectivement est très réussie, qui donne envie de le feuilleter. Alors, je vais vous raconter que ce n'est pas tout à fait ce que j'avais prévu moi, quand j'ai vu toutes les quantités d'archives et de documents que j'avais, mais on est arrivé à faire quelque chose, je pense. Alors là, la plupart de vous ne l'avez pas encore lu, peut-être parce qu'il n'y a pas longtemps qu'il est sorti. C'est vraiment condensé de beaucoup de choses, et on a trouvé un équilibre, je crois, entre ce qu'on voulait dire sur Don Robert, raconter tout son parcours, et aussi intégrer toute de la documentation et puis des œuvres aussi et des images. Voilà. Donc c'est un livre qu'on voulait accessible, comme on dit, nous, au grand public. C'est bien que c'est un mot un peu compliqué, ce mot de grand public, sur lequel on peut parfois revenir. Qu'est-ce que c'est qu'un grand public? Mais bon, beaucoup de monde, et en tout cas, il plaît, et je suis très heureuse de voir que ce livre plaît beaucoup. Voilà, donc c'est ce que je voulais. Alors, je voudrais aussi que les gens le lisent, voilà aussi, qu'on lise le contenu, pas simplement quand... Vous allez voir, c'est pas justement un livre d'images, c'est un livre où on sent que le texte, quand même, est là.
et les images viennent s'harmoniser et compléter avec l'ouvrage. Bon, je vais laisser Élodie, parce que si je commence moi, on finira jamais. Donc Élodie, j'ai proposé à Élodie de venir faire le Candide éclairé, on dit, du dialogue entre nous deux, parce que c'est une transmission que j'ai pu faire avec elle depuis quelques années, et je suis ravie de cette transmission, et c'est bien dans notre vie professionnelle, même à un moment, de savoir passer un peu le flambeau, et même si je suis devenue sans faire exprès spécialiste de Don Robert, que Élodie devienne aussi elle aussi une spécialiste et puisse poser des questions. Merci Élodie d'être venue. Merci de ton invitation et de ta confiance, Sophie. J'aimerais peut-être, pour commencer cette aventure d'écriture autour de Don Robert, peut-être que tu pourrais nous présenter Don Robert en quelques grandes lignes pour que le public, peut-être non sachant, puisse le découvrir avec tes yeux. Alors, le public non sachant, je vous préviens tout de suite, je n'ai pas une conférence sur Don Robert et son œuvre. Je pense que j'aurai l'occasion à Toulouse de faire une conférence dans quelques temps où je reparlerai vraiment de l'ensemble de son œuvre. Là, aujourd'hui, on veut vous parler de l'homme, Don Robert, évidemment, de son œuvre par ricochet. Don Robert, en fait, c'est quelqu'un du XXe siècle, facile, 1907-1997. Donc, il a parcouru tout le XXe siècle. Et ce titre-là, il a parcouru aussi tous les mouvements de l'histoire de l'art de notre siècle, en fait, du renouveau, de la tapisserie, on en parlera, mais aussi de l'émergence de l'abstraction dans l'art. Et c'était quelqu'un, on peut dire aussi, qui, en tant qu'artiste et jeune artiste, a toujours aimé l'art moderne et l'art abstrait. Vous voyez, donc parfois il s'exprime, il dit si je n'ai pas fait de l'art abstrait, c'est que ça ne me correspondait pas. Il y a un moment, Jacques Maritain le lui dit, mais il était quand même quelqu'un qui connaissait bien. Donc il a traversé ce siècle, ce XXe siècle, en étant jeune artiste dans le Paris des années 20. Alors il ne faut pas non plus trop exagérer, il était très très jeune, il avait à peine 20 ans. Quand il est arrivé en Calcate, il avait 23 ans. Donc le temps qu'il a passé à Paris quand il arrive en 25-27, c'est très peu de temps, et donc il n'était pas encore artiste. Il avait envie d'être artiste, mais il n'avait pas encore d'expression artistique même. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il est devenu moine en 1930, donc vous voyez, il était quand même très jeune, il avait 23 ans. Il est resté moine toute sa vie et artiste toute sa vie. Et donc notre histoire du titre, Don Robert, moine et artiste, vous lirez la préface, il y a un moine qui l'ont bien connu qui disait artiste et moine. C'est très difficile de mettre sur un même pied d'égalité, mais c'est un pied d'égalité. Vous verrez, je termine ma présentation par un extrait d'un texte de Don Robert où lui-même explique ça, qui marche sur ses deux jambes enfin. Voilà, il a réussi au bout de tout son temps d'équilibrer les deux choses. Voilà. Donc Don Robert était un artiste haut en couleur avec une très forte personnalité. J'aimerais dans un premier temps qu'on revienne peut-être sur la construction de ton livre et comment tu as acquis ces connaissances. Alors tu nous as expliqué que c'était aussi une rencontre en Calcate, mais finalement ta rencontre avec Don Robert, elle est peut-être un peu plus ancienne. Et est-ce que tu peux nous raconter justement quel était l'état des connaissances quand toi tu as pris la main justement sur les premiers éléments autour de son œuvre? Alors là, je vais évoquer quelque chose de très personnel. Bon, vous voyez, là, je reviens juste en arrière. Quand on dit que Don Robert, qu'est-ce qu'il est? Il est artiste, c'est cette photo qui le montre bien. Artiste moine, vous voyez, il est un ami de moine, et il est surtout peintre cartonnier. C'est comme ça qu'il est connu. Les peintres cartonniers, ce sont les peintres qui préparent les cartons de tapisserie pour les ateliers d'Aubusson, enfin pour les ateliers de tapisserie. En particulier, Don Robert, c'était Aubusson. Vous voyez, donc cette photo pour nous, qui est dans le livre aussi en 4e, c'est vraiment Don Robert, peintre cartonnier. Alors, dans mon introduction, ma relation avec mon père, il y a deux personnes, des Toulousains ici, qui m'ont posé la question, est-ce que Guérin, ça a quelque chose à voir avec Henri Guérin? Ben oui, parce qu'en fait, je suis la fille d'Henri Guérin. Mon père a connu Don Robert quand il était lui-même jeune artiste. Et il se trouve, quand mes parents habitaient Toulouse et après à Plaisance-du-Touche, quand Don Robert partait à Paris pour des vernissages d'exposition, il a enlevé parfois une période, il a enlevé sa robe de bure et il mettait un habit civil. Et je ne sais pas combien de fois, mes mamans m'ont raconté qu'il laissait chez eux sa robe de bure. Et il y a une lettre que j'ai retrouvée, une carte de Don Robert à mon père, où il lui écrivait d'autres choses. Et sur cette carte, à la fin, il dit « Saluez la marmaille pour moi ». Et j'étais un des enfants de la marmaille, vous voyez, donc ça, il y a très longtemps, je ne m'en souviens pas. Moi, après, je suis architecte de formation, donc architecte dans les années 70, où nous ne jurions que par Le Corbusier et les formes pures et pas la couleur, vraiment. Hein. Même si Le Corbusier, on connaît son œuvre tissée et pleine de couleurs, mais dans son œuvre d'architecture, c'est ce qu'on a appelé le mouvement un peu brutaliste. Et je ne connaissais Don Robert que par les cartes postales. Et beaucoup de gens
ne connaissaient Don Robert que par les reproductions en carte postale qui sont extrêmement réductrices sur l'œuvre même de l'artiste. Ça paraissait un petit peu naïf, tout petit. Et en fait, c'est la matière qu'il faut voir et c'est quand elles s'épanouissent. Et donc, je n'avais pas gardé un souvenir extraordinaire de l'œuvre même de Don Robert. Et quand je suis revenue en France, après avoir vécu un peu à l'étranger, que j'ai pris l'idée de travailler sur l'œuvre de mon père, donc j'étais déjà architecte, j'ai repris des études d'histoire de l'art pour étudier l'œuvre vitrail de mon père. Or, beaucoup de gens le savent peut-être pas ou le savent ici, il a commencé son œuvre vitrail avec un moine de l'abbaye d'Ancalcat qui s'appelait Père Ephrem Sokar, qui était contemporain de Don Robert. Voyez, donc, il a travaillé avec lui 5 ans, de 1955 à 1960, on peut dire, en Calcate. Et il a rencontré Don Robert quand lui-même rentrait en 58 d'Angleterre. Ils se sont connus, vus à ce moment-là. Et donc, quand j'ai fait mon travail d'historienne de l'art, donc je suis allée voir les archives de l'abbaye d'Ancalcat autour de l'œuvre vitrail, des maquettes de vitraux. Donc, quand j'ai fini de préparer ma thèse, c'était en 2003. Les moines d'Ancalcat, en 97, à la mort de Don Robert, avaient hérité de l'ensemble du fonds Don Robert. Donc c'est là qu'on commence à avoir toute une documentation. Ils avaient les propres archives de Don Robert, ça, on va en reparler tout de suite. Mais ils ont hérité du fonds de l'atelier de Suzanne Goubely à Aubusson, qui est un atelier extrêmement important pour l'histoire de la tapisserie contemporaine, parce qu'elle a tissé non seulement Don Robert faisait à peu près, on peut dire, c'est peut-être même pas le quart de sa production. Elle a beaucoup tissé Jean Lursa, et des abstraits comme Mario Prassinos et Michel Tourlière qui ne sont pas très connus, mais d'autres comme Adam, enfin beaucoup d'artistes et de tout un panel d'esthétiques aussi différentes. Donc ils héritent de l'ensemble du fonds de Suzanne Goubely parce qu'elle était, comme Don Robert, née en 1907-1997, elle avait créé des liens d'amitié très forts avec l'abbaye d'Ancalcat parce que Don Robert est un artiste qui ne s'est jamais démodé. Donc, elle a toujours pu tisser du Don Robert et surtout rentabiliser son atelier par les ventes des tapisseries de Don Robert qu'on pouvait tisser en plusieurs exemplaires. Et donc, à son décès, elle avait décidé par testament de léguer tout en Calcate. Et donc, ils se sont retrouvés avec un fonds et ils ne savaient pas trop quoi faire de tout cet ensemble de fonds. Moi, je venais de soutenir ma thèse et donc, frère David d'Amonville, qui était à l'époque l'économe et le responsable chargé de mission un peu par l'abbaye pour savoir quoi faire de ce fonds, m'a demandé si je ne voudrais pas faire un peu la même chose que j'avais fait pour l'œuvre de mon père. J'ai dit oui, tout de suite, ça m'a beaucoup plu. L'idée de laisser un peu le vitrail de côté, ça me faisait du bien. Bon, les gens qui me connaissent savent que j'ai fait les deux. Voilà. J'ai continué à gérer les deux fonds et je continue encore à gérer ces deux fonds d'artistes. Et donc, je me suis prise vraiment au jeu. J'avais attrapé le virus de la recherche en allant en Calcate, en travaillant sur les fonds vitrail. On a récupéré ce fonds qui était de Suzanne Goubely, qui était à l'atelier Goubely à Aubusson. Ils l'ont rapatrié dans le Tarn. Il a été entreposé un temps, puisque ce n'était pas possible de le mettre au sein de l'abbaye elle-même, puisqu'il y avait quelqu'un d'extérieur pour des questions de clôture. Donc ça a été déposé à la mairie de Dourgne. En même temps a mûri le projet du musée Don Robert. Donc j'ai fait partie de l'équipe du comité scientifique de ce musée. J'étais rédactrice aussi du projet scientifique et culturel pour créer ce musée. Donc, vous voyez, ça fait beaucoup de choses. Et en même temps, chargée de premières connaissances, de premiers travaux sur les archives. Par exemple, une chose, c'est une anecdote, mais la première chose que j'ai trouvée quand je suis allée à Aubusson dans l'atelier de Suzanne Goubely, les archives étaient entreposées au 2e étage, pratiquement dans un grenier. On ouvre une armoire, je tombe sur un paquet de lettres. C'était toutes les lettres de Jean Lursa à Suzanne Goubely. J'ai dit au moine, mais ça, c'est extraordinaire. C'est fantastique, il faut garder ça. Puis on s'est rendu compte qu'il y avait tout. Il y avait toutes les lettres de Don Robert aussi. Donc c'était un fonds, on s'est dit, mais ça c'est extraordinaire. Bon, c'était trop de travail pour le faire d'un seul coup, donc on a mis ça de côté. Mais on a fait d'abord faire un inventaire, un répertoire de ces archives que tu as maintenant au musée, qui ont été déposées depuis au musée, qui nous permettent d'approfondir la connaissance. Donc petit à petit, au fur et à mesure que des œuvres de Don Robert entraient en collection, donc on avait de quoi trouver l'histoire des œuvres, comment elles avaient été tissées, le nombre d'exemplaires, etc. Les cahiers de l'huissier, tout ça. Donc ça, c'est déjà un beau travail. Et je crois que pour commencer à faire un travail comme ça, il faut avoir le virus de la recherche. Parce qu'à un moment, on sait que ça ne s'arrêtera jamais. Et d'ailleurs, ça ne s'arrête jamais. Mais c'est extraordinaire de découvrir toutes ces choses-là. Et donc petit à petit, j'ai pris cette charge-là au musée et j'ai commencé. Voilà. Oui, c'est un gros travail de recherche et on sait que pour faire vivre les artistes après leur décès, souvent les ayants droit ou la famille ont un rôle essentiel à jouer parce que, par exemple, dans le cas d'Henri-Georges Adam qui est exposé actuellement, c'est vrai qu'on a beaucoup perdu sur cet artiste parce qu'il n'a pas forcément été protégé après son décès. Donc on voit que ton travail est essentiel pour garder en mémoire l'œuvre de Don Robert.
Dans ta recherche, moi, ce que j'ai trouvé assez fascinant entre le moment où je suis arrivée au musée, que tu as commencé à me former, c'est que finalement, on avait beaucoup de traces de la façon dont Don Robert se racontait. Et puis, ton travail de recherche a permis de montrer que, voilà, c'est une vie d'artiste. La vie d'artiste, c'est un poncif dans l'histoire de l'art. Et c'est assez passionnant de voir que finalement, il reprenait des choses, voilà, avec le recul, avec un regard un peu amusé. Et j'aimerais, par exemple, si tu peux nous citer une anecdote, par exemple l'arrivée de l'URSSA en Calcate. Il y en a plein comme ça, dont Robert qui dessine sur le mur, la façon dont il se raconte, ou ces différentes révélations, parce qu'il parle beaucoup de coups de foudre. On sent qu'il y a beaucoup d'émotions quand il prend une décision. Oui. Oui, ça c'est vrai. Et c'est vrai que c'était très difficile de déconstruire ça. C'était pas le but de déconstruire, c'était avec les archives, avec les documents, qu'on montre que les choses ne sont pas tout à fait passées comme ça. Et je vois, par exemple, l'ouvrage, qui est un très bel ouvrage sur Don Robert, Clé des Champs. Clé des Champs, il y a plein de choses qui ne sont pas justes sur la vie de Don Robert. Mais c'est intéressant, mais ce n'est pas tout à fait juste. C'est peut-être pas très grave, parce que ce n'est pas ce que vous cherchiez dans ce livre-là. Mais si vous voulez, nous, en tant qu'historienne, quand on arrive à revenir aux sources, bon, l'histoire par exemple, ça fait longtemps ça que j'avais trouvé l'histoire de Jean Lurçat. J'ai eu la chance d'avoir plusieurs chercheurs qui m'ont aussi donné des lettres. Bon, les lettres, c'est extraordinaire, les lettres de leur temps, parce que l'artiste, il est dans son, enfin l'homme, Don Robert, il est dans son temps. Guy de Chaunac, quand on a les lettres de Guy de Chaunac à Maritain en 1930, par exemple, c'est pas Don Robert 40 ans plus tard qui relit ça. Il les a pas relues, ces lettres, il les connaissait pas. Enfin, il s'en souvenait sûrement plus qu'il les avait écrites même. Elles étaient dans le fond maritain. L'histoire de Jean Lurçat, Don Robert racontait toujours que Lurçat est arrivé par hasard un jour en Calcate, et qu'il a vu ses aquarelles et qu'il lui a dit ça ferait des belles tapisseries. En fait, quand on raconte l'histoire, c'est que c'est Don Robert qui a écrit à Jean Lurçat par l'intermédiaire de ses mécènes, qui étaient Florence et Jean d'Albis. Ce sont des gens extraordinaires. Donc je vais rencontrer dans 15 jours, d'ailleurs, c'est un de leurs fils, tu vois, c'est des gens fantastiques. Parce qu'en fait, il y avait un frère de Florence d'Albis, Marco, qui était jeune moine en Calcate. Donc, Don Robert s'intéressant à l'art, il avait entendu parler de Lurçat aussi. Et il savait que par Marco et sa sœur, donc Florence, qui étaient les mécènes de Jean d'Albis. Alors, les d'Albis, c'est la grande famille de la porcelaine d'Avilande, vous voyez, à Limoges. Donc, Limoges, Aubusson, la Creuse, c'était pas très loin. Donc, ils ont toujours financé et aidé Jean Lurçat à se développer. Et ça, juste avant-guerre, ça se passe. Là, on est dans les années 38 par là, vous voyez. Et donc, on a retrouvé ces lettres par plusieurs chercheurs qui m'ont donné. On a retrouvé la correspondance croisée. Don Robert, Lurçat, Lurçat, Don Robert, Lurçat, l'atelier de tapisserie d'Aubusson, l'atelier tabar. Vous voyez, donc j'ai eu toutes ces lettres-là. Et même, quelqu'un a retrouvé la première lettre de Don Robert à Florence d'Albis. Vous voyez, donc ça se passe en 1939, si je ne me trompe pas, 40, voilà, 40, pardon, juste après-guerre. Oh, excusez-moi, je suis terrible pour les dates. Tu me reprends, Élodie ? Non, mais j'ai fait des fois des énormes erreurs de dates. Bon. Là, on est juste après-guerre, en 1941, septembre 41. Et donc, vous voyez ça. Et donc, il a toujours cette espèce de légende qui est racontée. Sauf que je n'arrive pas à comprendre. J'ai encore écouté des témoignages de Don Robert dans des émissions de télévision où il raconte que Jean Lurçat est arrivé en vélo avec une tapisserie sur son porte-bagages. Dans les lettres, on trouve qu'il a amené une tapisserie qui était une copie, un petit format de l'Apocalypse d'Angers, parce qu'ils étaient fous de cette tapisserie, cette tenture qui avait été redécouverte. Je me demande comment Jean Lurçat a pu, en vélo, sur son porte-bagages, amener une tapisserie en habit dans Calcate, venant du Lot. C'est en pleine guerre, et Jean Lurçat était dans un réseau de résistance aussi. Donc, je ne sais pas comment c'est venu cette histoire-là, et c'est resté. Et il y avait même nos jeunes formatrices au musée qui, pendant un temps, répétaient ça. Ah non, maintenant j'ai la preuve, vous ne répétez plus ça, c'est pas vrai. Bon, mais ça veut dire que les artistes, ils magnifiaient un peu cette histoire-là. Donc la rencontre avec Jean Lurçat, elle était sûrement providentielle, mais en fait, c'est Jean d'Albis qui l'a amené en voiture, en Calcate, tout simplement. Et ce qui est le plus extraordinaire, c'est quand même quand Jean Lurçat écrit à l'atelier Tabar qu'il a rencontré un jeune artiste avec qui il va pouvoir faire des tapisseries. Il lui dit, le père abbé a décidé de le dériver vers la tapisserie. Il écrit Jean Lurçat sur une petite feuillet avec en tête en Calcate. Vous voyez, les papiers en tête de lettres. Vous voyez, bon, des choses comme ça. Il y a plein d'autres choses. Il y a aussi une anecdote intéressante, c'est l'arrivée, comment Don Robert est arrivé et devenu moine. Ça, on va peut-être en parler un peu après, comment il est arrivé en Calcate. C'est vrai que toutes ces documentations, ces archives que j'ai pu lire,
l'histoire dit qu'il y a un jeune étudiant, je dois parler de lui, quand même, Michael Lepage, que j'ai formé, qui a fait le répertoire des archives, qui en Master 1 et Master 2 a fait une première recherche dans Robert, les débuts de son œuvre. Il est allé à l'abbaye. Les moines ne lui ont pas trouvé les archives, n'ont pas trouvé d'archives, très peu. On avait une lettre de Jean Grand-Mère, une lettre de Lursa, enfin, ce qui était habituel. Et moi, là, il y a 2 ans, il y a un jeune archiviste qui a changé, donc le frère Christophe n'était plus là, il est décédé. C'est un jeune archiviste, Jean Roch. Je lui ai dit, mais Jean Roch, est-ce que vous pourriez essayer de voir qu'est-ce qu'il y aurait dans cette... est-ce qu'il y a quelque chose? Et ça a commencé parce que, je vais parler après de Jacques Maritain, mais j'ai cherché les dédicaces. Dans les lettres, il remercie des dédicaces qu'il lui faisait. Et j'ai commencé à demander à Jean Roch, est-ce que dans votre bibliothèque dans Calcate, vous n'auriez pas les livres de Maritain dédicacés? Regardez ce qu'il y a dans vos livres sur Maritain. Bon, comme c'est en couture, moi, je ne suis jamais allée dans la bibliothèque, dans la librairie de l'abbaye, jamais. Et Jean Roch est arrivé dans un parloir, il m'a amené les livres. Tous les livres étaient pratiquement dédicacés ou à Don Robert ou à Clément Jacob. Bon, excusez-moi, c'est des gens dont je vous parle, dont vous ne connaissez pas, mais quand vous aurez lu mon livre, vous saurez tout ça. Très bien, vous saurez qui c'est, tous ces gens-là. Et non seulement il m'amène les livres, mais il m'amène une boîte, une caisse entière. Il me dit, ben voilà. On a tout ça de Don Robert et ça n'avait jamais été regardé. Et il y avait des lettres que Don Robert avait gardées. Alors à la fois de sa famille, de ses parents, de sa mère, et vous verrez, il y a une très belle lettre de son père dans le livre. Énormément de choses, des échanges avec ses frères, sa famille. Et ça nous a donné une densité, et donc en particulier donc, les lettres qu'il avait reçues de Jacques Maritain, celles qu'il avait écrites, je les avais déjà vues parce qu'elles étaient transformées, elles étaient au Fonds Maritain à Strasbourg. Et dedans, il y avait des lettres aussi reçues de Jean Cassou. Jean Cassou, un grand monsieur. Tu veux qu'on en parle tout à l'heure ou pas? Jean Cassou a été conservateur du musée d'art moderne de Paris, un grand résistant aussi qui était dans le sud de la France, à Toulouse, et qui s'est installé dans les années 70 à Sémalin, c'est un petit village tout près de Tourgne. Et l'amitié, ils s'étaient rencontrés dans les années 40, en 45, à la première grande exposition sur la tapisserie, l'histoire de la tapisserie médiévale et de la tapisserie contemporaine au Palais de Tokyo à Paris. Donc Jean Cassou était le conservateur. Ils s'étaient reconnus à ce moment-là, mais ils n'avaient pas vraiment eu d'amitié. Et dans les années 70, ils ont commencé à être très amis. Donc Robert allait chez eux, il le recevait en Calcate. Et il y a une correspondance. Et moi, j'ai trouvé les lettres reçues de Jean Cassou. Et j'ai eu l'idée de regarder où était le fonds Jean Cassou. Il est déposé à la Bibliothèque nationale à Paris. Et il y avait effectivement une trentaine de lettres de Don Robert. Voilà, là-bas. Et donc, j'ai pu faire l'analyse de la correspondance croisée des deux hommes. Et ça, c'est absolument passionnant pour notre connaissance de Don Robert, se rendre compte que ce n'est pas simplement un moine artiste dans son petit coin perdu du Tarn, qui est vu de Paris peut-être ça, mais non, il avait une aura beaucoup plus importante et surtout une profondeur de réflexion très très large aussi. Voilà. Non, mais on est là pour t'écouter de toute façon, pas de souci. Ça me permet de rebondir en fait sur la personnalité de Don Robert et peut-être ses origines aristocratiques qui ont fait qu'il a baigné dans un milieu quand même culturel d'un très haut niveau, que ce soit sur le plan artistique et littéraire. Et ça, c'est vrai que ton livre permet de bien redécouvrir les différentes personnes de sa famille qui ont eu une influence sur lui, notamment sa tante. On avait très peu d'éléments avant que tu fasses des recherches sur cette personne qui est essentielle dans la construction artistique de Don Robert, mais également dans cette jeunesse aristocratique a commencé, plusieurs décès sont survenus dans sa famille, et ça on le comprend bien dans ton travail, et ces décès ont amené aussi tout un questionnement spirituel qui peut-être explique à un moment aussi son entrée dans les ordres. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur ces relations qu'il a construites enfant, dans sa jeunesse, et petit à petit le cheminement spirituel pour arriver en Calcate? Oui, c'est vrai qu'il faudra se remettre dans le contexte des années 30, cette fin des années folles, à ce moment-là. C'est vrai que j'ai construit mon livre effectivement par grands chapitres qui suivent la biographie. Donc effectivement, c'est les années d'éveil dont parlait Élodie. Alors, il y a un chapitre qui est sur une seule année. Vous allez voir, c'est 1930. C'est de la recherche spirituelle et à la vocation monastique. Après, il y a la période où il va être en Calcate. Donc, il va à l'abbaye d'en Calcate. Il va découvrir à ce moment-là la tapisserie. Et puis, on a appelé ce grand chapitre Loin d'en Calcate parce qu'on ne pouvait pas simplement mettre l'abbaye de Buckfast en Angleterre parce qu'il est passé 1 an à l'abbaye de Carbegnat en Bretagne. Donc, ça, on ne pouvait pas non plus... Et il fallait évoquer ce sas aussi. Et puis, il va revenir en Calcate, donc l'épanouissement. Et ça, c'est de 1958 à son décès en 1997. Voyez, donc, ça, on a structuré ça. Et c'est vrai que d'avoir retravaillé dans la continuité
de la vie d'un artiste. Il faut s'imaginer, je crois que j'avais déjà eu cette démarche pour mon père, même quand je travaillais avec lui, il était vivant, il avait envie de me raconter comment lui, il voyait les choses. Mais je pense que quand on se remet, et ça c'est tout notre travail d'historien de faire, et de biographe, je présume aussi, moi c'est la première fois que je fais une biographie, encore que c'est pas vraiment une biographie, c'est une biographie artistique, mais c'est de se mettre dans le temps où il est, à ce moment-là, et qu'il ne sait pas lui, ce qui va devenir plus tard, il ne sait pas ce qu'il va faire plus tard, il ne sait pas les événements qui vont le construire. Donc il est dans brut de un moment. Hein, voilà. Donc vous voyez ce jeune enfant, quand je retrouve cette photo je sais pas, c'est pas un peu flou pour vous, non? Ça va? C'est net? Ce jeune enfant là, bien décidé, on voit bien qu'il est là. Hein. Et alors il est l'aîné d'une fratrie de 5 enfants, et ça même les mondes ont découvert ça. Vous voyez qu'ils ne savaient pas qu'il était l'aîné de cette fratrie là. Il a une petite sœur, Odile, qui va mourir assez jeune, avant 2 ans. Et une quatrième, enfin la cinquième, Paul, va naître un peu plus tard que. Donc, les 4 frères, ils sont tous nés à la même période. Ils sont nés en 1907, ils sont en 5 ans, les 4 premiers frères. Hein. Alors, lui, il s'appelait Guy, Adhémar, c'est bien, sympa, Christian qui est prêtre, et Robert. Voilà, hein, voilà. Adhémar le dernier. Oui, Guy, Christian, Robert et Adhémar. Et. Bon, donc, vous le voyez, là, lui, très, très décidé comme ça. Alors, il disait aussi qu'il avait été confié à une tante parce que ses parents partaient son père était militaire de carrière et partait très souvent en Extrême-Orient. Finalement, quand on a le carnet militaire de son père, on a la chance, alors dans les archives maintenant, d'avoir énormément de choses qui sont numérisées. Donc, vous trouvez beaucoup, beaucoup de documents. On a le carnet militaire de son père. Donc, on a étudié tous les moments où il va partir. Et en fait, c'est pas tant que ça. À partir de 1913, il est à la retraite de l'armée, en fait, on peut dire. Il va être présent, son père. Non, mais c'est toute cette période-là de sa toute petite enfance, où comme c'était l'aîné, les parents, quand le deuxième frère n'était pas encore né, ou le troisième frère n'était pas encore né, lui et Christian étaient peut-être gardés par une tante, mais les autres, le petit était avec les parents, etc. Il dit qu'il y a un petit frère qu'il a découvert, enfin, il se souvient de ce petit frère au moment où ils reviennent d'Indochine. Mais ça, il raconte longtemps après. Donc, on ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Et c'est vrai que ce jeune garçon qui avait l'air très décidé, dynamique, et qui aimait dessiner, il a toujours aimé dessiner. Et ça, c'est dans son milieu aristocratique. Alors, sa famille était dans ce château où ils ont habité, mais ils n'avaient pas assez par sa mère. Sa mère n'était pas du tout une famille noble. C'était plutôt son grand-père était un médecin militaire aussi, qui était connu. Enfin, il y avait des avocats dans la famille. Il avait acheté ce château dans la Vienne à Neuil-l'Espoir. Mais par contre, c'est par son père. Les deux Chaunac-Lanzac, c'est une grande famille périgourdine. Alors là aussi, beaucoup de gens qui sont illustrés dans la carrière militaire. Donc c'est par les deux Chaunac-Lanzac qu'il a cette prestance aristocratique. Mais son grand-père aussi maternel, c'est eux qui avaient le château dans la Vienne. Donc c'est par là qu'il habitait là-bas. Et en fait, là aussi, quand il parle de ce château, on se dit, bon, il a passé son enfance là-bas. Mais on voit que les parents, ils avaient 3 adresses. Ils avaient à Poitiers, aussi une adresse donc qui devait être près du collège où ils habitaient, et une adresse à Paris aussi. Donc ils avaient un appartement aussi à Paris. Donc en fonction des déplacements militaires, on voit aussi qu'ils ont été un temps à Rochefort, un temps aussi du côté de Reims, avant de se fixer quand les enfants ont eu l'âge d'aller au collège à Poitiers. Donc les 4 garçons ont été collégiens à Poitiers. Là aussi, on a retrouvé les cahiers d'inscription de tous ces enfants, toute la famille, la fratrie de Chaunac-Lanzac. Voilà. Et Don Robert, donc, il sentait qu'il était attiré par l'art. Son père lui avait donné un carnet de croquis, et c'était très habituel dans les milieux aristocratiques, et aussi, je crois, militaires aussi, de dessiner. Et ce carnet de croquis, il l'a toujours gardé jusqu'à la fin de sa vie. Vous voyez, au musée, on démarre le musée par Don Robert, une photo de Don Robert ancien, âgé, dans les genêts, avec un carnet de croquis. Ça, il a toujours gardé ce goût du dessin, hein, d'après nature, qu'il ait fait au nom de la tapisserie, il aurait, je pense, toujours dessiné. Et il a une tante, alors ça c'est extraordinaire, du côté de son père, il a pas eu donc ses frères, en fait, rapidement je peux vous dire, Christian est devenu prêtre, Adhémar s'est marié, a eu 2 enfants, on n'a pas réussi à rejoindre la suite, et c'est ce fameux frère Robert qui va mourir à l'âge de 17 ans, voilà, d'une appendicite mal soignée, ça a été un drame difficile pour Don Robert en 1928. Mais juste avant, quand il était gardé par sa tante, du côté de son père, donc ils étaient 8 enfants. Donc, il a énormément de cousins de Chaunac-Lanzac. Et encore maintenant, je rencontre et je suis en relation avec beaucoup de ces petits cousins. C'est des gens souvent charmants, qui nous ont même montré des œuvres qu'ils ont de Don Robert et qui ont gardé un bon souvenir et qui sont ravis de tout ce que je leur raconte sur leur grand cousin, en fait, parce qu'ils connaissent beaucoup de choses qu'ils ne connaissaient pas de la vie de Don Robert. Ils recoupent les morceaux, ils recollent les morceaux maintenant. Et parmi cette fratrie, il y avait une sœur donc, qui s'appelait Nadalette, qui était elle-même peintre,
qui avait même créé un atelier de peinture pour les jeunes filles à Paris. Et il dit qu'il se souvient de l'odeur de térébenthine chez elle et que ça l'a toujours marqué quand il avait donc 6 ans, 7 ans, 8 ans, et elle l'a amené au Louvre. Et elle l'a amené visiter au Louvre. Et le Louvre, il est tombé, ça, il l'a raconté plusieurs fois, et ça, on ne peut que le croire, parce que quand on voit ce petit tableau, moi je l'ai vu, c'est moi qui fais cette photo-là, du condottiere, et c'est un petit tableau, hein, mais c'est le regard qu'il a attiré vers l'art. Il a dit qu'on puisse rendre en peinture comme ça la puissance d'un regard, ça l'a tout de suite fait un choc émotionnel. Vous voyez, c'est pour lui une grande découverte. Et il a demandé à peindre. À partir de ce moment-là, il a voulu peindre. Donc le choc du condottiere, et ça, il l'a raconté plusieurs fois. À se demander si, même dans ces tapisseries, s'il n'y a pas ces personnages, cet animal qui souvent se regarde, côté un petit peu anthropomorphique, un peu, qui regarde, si c'est pas le souvenir de ce regard, en disant, ben moi j'ai été attiré par la peinture, par ce regard, peut-être que vous aussi, par ce regard, vous serez attiré vers l'art. C'est une hypothèse. Hein. Voilà. Oui, dans les petits coqs, entre autres. Ben, voyez, donc ça, c'est toute cette histoire. Bon, quand il va aller à Paris, alors, il a fait des études normales au collège de jésuites de Poitiers. Il aura sa première partie du bachot, c'était déjà pas mal, il paraît à l'époque, mais il n'a pas voulu continuer des études. Son frère Christian, qui avait qu'un an d'écart, lui va s'engager vers la prêtrise, donc le séminaire, etc., et des études de philosophie fortes, parce que c'était important. Et lui, il va vouloir aller faire l'école des beaux-arts. Et son père s'y est opposé, mais s'y est opposé de manière pas totalement. Hein, il lui a dit, ça serait mieux que tu fasses l'école des arts décoratifs, parce qu'on forme au moins un métier. Sauf que quand on se renseigne sur qu'est-ce que c'était l'école des arts décoratifs, moi je suis allée voir justement les archives de l'école des arts décoratifs et les photos, c'était à peu près comme aux Beaux-Arts. En fait, il y avait des ateliers autour d'un maître, et on pouvait, ce n'était pas du tout aussi structuré qu'on peut l'imaginer maintenant. L'école des arts décoratifs, elle a changé, elle s'est installée là où ils sont, dans les locaux. D'ailleurs, peu de temps après que dans Robert y soit passé, dans fin des années 30, le nouveau bâtiment. Donc, il est allé aux arts décoratifs à Paris. Il dit qu'il n'y a rien fait. Mais je pense que c'est un peu, comme on peut dire, c'est un peu des humanités. En fait, il a rencontré beaucoup de gens. On ne sait pas s'il n'a pas rencontré des gens qui l'ont aidé après à rentrer chez Ducharme, par exemple. Mais il est allé quand même dessiner. Il allait toujours dessiner. Il disait qu'il aimait beaucoup aller dessiner au Bois de Boulogne, etc. Donc, il a dessiné. Et puis, il a eu la coupure nécessaire du service militaire. Donc, à 20 ans, en 1907, donc 1927, il doit partir au service militaire. Et là, évidemment, je pense par ses relations de son père, il arrive à se faire, et comme il aimait énormément les chevaux, je suis ravie de voir tous ces magnifiques chevaux là aujourd'hui, là, hein, ça nous accompagne. Il aimait beaucoup les chevaux, il a toujours été un cavalier aussi, par son éducation aristocratique, tout ça, il a fait partie de tout un milieu aussi. Une éducation qu'on pourrait appeler assez complète. Il parlait l'anglais déjà depuis qu'il était jeune aussi. Voilà. Donc il va aller au service militaire, il va le faire dans les Spahis au Maroc. Il raconte qu'il dessinait, et son père était ami avec le maréchal Lyoté. C'est ça, quand c'est Lyoté qu'on dit, voilà. Donc il a pu aller chez les Spahis, il est resté 2 ans, et quand il rentre à Paris, donc là c'est là qu'on voit qu'il décide de faire autre chose que de rester dans sa famille. Il va quitter l'appartement familial qui était dans le 16e pour s'installer du côté de Montmartre. Et là, c'est parce que par ses relations, il a pu rentrer dans la maison, l'atelier de dessin Ducharne. Alors la maison Ducharne, c'est une maison qui faisait des tissus pour la haute couture, qui était basée à Lyon pour la fabrique, mais il y avait un atelier de dessin extrêmement novateur qui avait été installé de création, en fait, on est maintenant un atelier de création, qui était à Paris. Et François Ducharne était quelqu'un qui aimait beaucoup la modernité. Le bâtiment lui-même, moi je l'ai vu je suis allée le voir du côté de l'avenue de Montmartre, près de l'avenue Junot, un bâtiment art déco, qui s'est implanté là, qui est classé monument historique maintenant, c'est devenu des appartements. Donc Don Robert a intégré cet atelier. On ne sait pas trop comment, mais souvent par relation. Voilà. Et on peut dire aussi par son milieu, par ses relations. C'est vrai aussi que, alors là on en fait tous un peu, Don Robert en faisait des gorges chaudes, d'une exposition qu'il a eue à la galerie Bernheim. Vous vous rendez compte, il rentre du service militaire, il a pratiquement rien fait, il est resté que 3 semestres aux Arts Déco. Et il a une exposition à la Galerie Bernheim Jeune à Paris. Voyez, donc c'est tout simple. Il a un cousin, son cousin Germain Jean, qui a épousé Geneviève Bernheim, la fille de Gaston Bernheim. Voilà. Et donc, quand on a le carton d'exposition, vous l'avez dans le livre, l'exposition a duré 10 jours. C'est ça, hein? Alors, Don Robert, il disait, avec beaucoup d'humour, j'ai tout vendu, mais c'était à des gens de ma famille. Voilà. Donc, on ne sait pas trop où c'est parti, ces dessins. On n'en a aucun dessin de Don Robert. On n'a pas, on présume peut-être, 1 ou 2 dessins. Mais n'empêche que ça lui a quand même donné le sens, il avait le sens d'arriver à faire quelque chose de ses dons, de sa volonté d'être artiste. Et chez Ducharme, on ne sait pas ce qu'il dessinait. Parce qu'en fait, dans l'atelier, c'était Michel
Dubost, c'était quelqu'un qui venait de la classe des Beaux-Arts de Lyon, qui était professeur d'école de fleurs, en fait, tous les dessins de fleurs. C'était l'époque des Arts déco, hein, donc on a eu beaucoup de motifs floraux. Vous verrez, il y a un panneau, mais il y a un panneau qu'on a reproduit, on ne pense pas que ce soit du Don Robert, mais en fait, c'est l'esprit de l'époque. Et dans cet atelier, c'était en fait une ruche où c'est Bernard Lorjou, un grand peintre qui était aussi là, en même temps que Don Robert, qui décrit, il y en a qui faisaient rien du tout, il y en a qui venaient là, qui dessinaient, mais en fait, c'était une espèce de ruche ou d'ébullition permanente. Parfois, ils fournissaient un dessin, mais surtout, Michel Dubost les formait. Il les envoyait au champ de course, il les envoyait au théâtre, il les envoyait je sais pas, au cinéma, mais enfin, il les envoyait au cinéma, non, sûrement pas trop, peut-être aussi, oui. Il les envoyait un peu, se former un peu partout. Voyez, et c'est dans cette année-là, ça, on va peut-être parler de cette rupture-là, de ce moment important. Ah oui, tu parlais de ce choc, le choc du décès de son frère, qui s'appelait Robert. Il prendra son prénom en mémoire pour jamais oublier son frère quand il va devenir moine, hein, quelques années après. Donc ça, c'est quand même important. Je pense que ce choc-là de son jeune frère qui décède, et puis il est décrit dans... Il y a la famille, les deux Chaunac-Lanzac ont créé une revue qui s'appelle une Gazette, dans laquelle ils racontent beaucoup d'histoires de la famille. Il se trouve qu'il y a un cousin de Don Robert, Pierre, qui raconte, ça je le donne dans le livre, des souvenirs quand il vient à la maison au château de la Chaboissière dans la Vienne. Et les souvenirs d'été, de la rencontre, de la famille, c'est magnifique. Je ne peux pas tout mettre dans le livre, je n'ai pas pu tout mettre, mais il y avait un passage, moi c'était très proustien. Là, quand il raconte que le soir, il donne, après le dîner, il montait avec chacun avait la chandelle pour monter dans les couloirs, il raconte les lumières, etc. C'était extraordinaire. Et il parle de la fratrie, justement, c'est ces frères qui étaient très soudés, qui avaient un peu de mal même parfois à partager avec leurs cousins, leurs petits cousins qui les admiraient, ils étaient ensemble. Donc ce choc de la mort de Robert, ça a été quelque chose d'important. Et dans cette période-là, donc il est à Paris, il va y avoir le décès de sa tante Nadalette, et aussi dans ce milieu, alors à Montmartre, il était dans des ateliers d'artistes. Alors je vous résume un peu tout quand même. J'ai découvert les lieux. Grâce à la correspondance avec Maritain, on avait les adresses où il habitait. Et donc le travail de chercheur, c'est vraiment d'aller chercher, d'aller sur place, de faire un travail d'investigation, d'aller sur les pas de Don Robert à Montmartre, de découvrir l'endroit où il vivait, qui n'était pas un appartement habituel, c'était des ateliers d'artistes. Quand on entre dans cette cour, on voit encore ces ateliers, une structure métallique, donc il habitait là. Et dans tout ce mouvement, tout ce milieu, il y avait toute une série d'artistes qui étaient à Montparnasse, mais il y avait tous ceux aussi qui étaient à Montmartre. Il y avait tout autour pas du Moulin Rouge aussi, je crois que c'est la Galette, le Moulin de la Galette qui était un dancing là, à cette époque-là. Il y a eu tout un tas d'artistes, et dont un artiste dont on va entendre parler après, dans notre histoire à nous, de Don Robert, c'est Jules Pasquin. Jules Pasquin, c'était l'amant, enfin, il y avait plusieurs femmes comme ça, il y avait entre autres Hermine David, qui va se suicider, et ça va être un retentissement terrible en 1930, ce suicide, parce qu'on a découvert son corps longtemps, plusieurs mois après, alors qu'il venait juste de commencer une exposition. Et donc, vous voyez, dans cette période-là, il y a eu il y avait à la fois cette recherche de nihilisme qui existait, influencé par le surréalisme, hein, qui a fait beaucoup de dégâts, je crois aussi bon, on le voit en histoire de l'art, un mouvement d'histoire de l'art, mais c'est plus qu'une histoire de l'art, c'est un mouvement social aussi. C'est le contre-coup de la Première Guerre mondiale et de toutes ces morts et de ce mutisme de beaucoup de parents, enfin, qui ne disaient rien. Et donc il y a ce nihilisme, il y avait à la fois une recherche spirituelle pour ceux qui s'en sont peut-être sortis par le spirituel et ceux qui s'en sont pas sortis et le suicide. Par exemple, vous voyez, on connaît tous l'histoire des enfants terribles de Jean Cocteau. Eh ben, chez Jean Cocteau, dont Robert connaissait de nom, il les côtoyait pas directement, mais c'est Jeanne et Jean Bourgoin. Bon, mais ce Jean Bourgoin, qui est un des enfants terribles, sa sœur, elle, s'est suicidée. Lui, il ne s'est pas suicidé. C'est devenu après un cistercien. Et je ne connais plus son nom de cistercien, mais quelqu'un qui a fait des choses absolument extraordinaires. Vous voyez, donc il y a eu il était dans le présent de ce moment-là, de ce temps-là, dans Robert. Voilà. Et donc en 1930, il y avait quelque chose qui allait mûrir là. Oui, c'est vrai que les années 30, c'est une période importante dans le monde catholique, finalement, puisque à ce moment-là, il y a beaucoup de personnes soit qui se convertissent, soit qui entrent dans les ordres. Les statistiques le montrent assez clairement. Et ce qui est passionnant pour Don Robert quand il arrive en Calcate, c'est que finalement, il se retrouve dans un milieu intellectuel aussi, avec des moines artistes, donc Clément Jacob, grand compositeur. Et tout ça, c'est important dans
pour comprendre en Calcate, parce qu'il y a une richesse artistique là-bas qui va aussi l'imprégner. Moi, ce qui m'a beaucoup passionnée dans la redécouverte de ton livre, faut vraiment imaginer que, par exemple, l'anecdote sur le nom de Robert, c'est quelque chose qui a été découvert quand tu as préparé cette biographie. On n'avait pas forcément fait le lien avec son frère, donc il y avait quand même tout ce travail de recherche à faire pour pouvoir le comprendre. Sa tante peintre, c'est pareil, c'est quelque chose qui a été découvert à l'occasion de la rédaction de ce livre. Donc c'est quand même important pour comprendre Don Robert. Et ce qui m'a beaucoup frappée, c'est que quand je suis arrivée au musée, l'anecdote autour de son arrivée en Calcate, Don Robert racontait qu'il n'avait rien produit pendant un certain nombre d'années, notamment ces années de noviciat. Le noviciat, c'est la formation des jeunes frères quand ils arrivent au monastère. Et en fait, voilà, et on a découvert finalement qu'il y avait des programmes. Au contraire, après il a commencé l'Évangéliaire. Est-ce que tu peux peut-être nous parler un petit peu de cette production commandée notamment par en Calcate? Je crois qu'on va quand même revenir pourquoi il arrive en Calcate en 1930. Alors, je vous parlais des Enfants terribles de Jean Cocteau. Dans cette espèce de ruche de chez Ducharme, je pense qu'il a eu en main un ouvrage, 2 petits ouvrages qui sont maintenant, vous les trouvez publiés réunis dans un seul fascicule, qui est une lettre de Jean Cocteau à Jacques Maritain et la réponse de Jacques Maritain à Jean Cocteau. C'est plutôt le contraire, la lettre à Jean et réponse à Jacques. Ça, ces 2 personnalités, vous avez peut-être tous entendu parler de Jean Cocteau, je présume. Jacques Maritain, peut-être pas. Jacques Maritain était un grand philosophe chrétien qui était extrêmement... Oui, j'ai un public cultivé. Merci. Non, on peut ne pas connaître Jacques Maritain, c'est pas grave du tout, mais vous allez apprendre à le connaître grâce à cet ouvrage, parce que c'était une personnalité, un philosophe chrétien qui écrivait déjà beaucoup, qui lui-même converti d'une famille protestante rude. Il était le fils de militants, j'allais dire, socialistes athées, même, le père de son grand-père, en fait, voilà. Et lui-même redécouvre la foi avec son épouse Jacques Raïssa, qui était d'origine même ukrainienne. Vous voyez, elle était de cette ville qui a été sacrifiée, l'une des premières villes ukrainiennes sacrifiées dites-moi les noms, on en a beaucoup parlé, cette ville-là. Je ne sais plus. Bon, Raïssa et Jacques. Donc, ils se rencontrent tous les deux à Paris au début du siècle. Et il va avoir une vie extraordinaire. Il va rencontrer beaucoup de gens. Il va être ami d'énormément d'artistes. Et on retrouve autour des artistes qu'il a côtoyés. Il y a Chagall, Rouault, par exemple, des gens importants aussi. Voilà. Et donc, quand ils écrivent cette lettre, ils étaient devenus amis avec Jean Cocteau, tous les deux. Et c'est une lettre, c'est magnifique, c'est à la fois sur la spiritualité et sur la création. Donc évidemment, un jeune artiste comme Don Robert, quand il lit cette lettre, je vous enverrai des extraits, là, c'est absolument superbe. Moi-même, j'étais très touchée de cette lecture, parce qu'on sent vraiment qu'il y a un peu une vérité d'échange tous les deux. Et Don Robert, il lit ce passage, ces 2 petits fascicules, d'autres gens ont dû lui donner, et il décide d'écrire il écrit à Cocteau. Et c'est là, comme on a les premières lettres. On sait très bien que les gens disent Don Robert fréquentait le cercle de Cocteau. Non, tout le monde connaissait Cocteau. Il ne le fréquentait pas directement parce qu'il lui dit, bien que je n'ai pas l'honneur de le connaître. Vous voyez, il lui dit, je lui écris, il écrit à Maritain, bien que je n'ai pas l'honneur de le connaître. Et c'est Jean Cocteau reçoit la lettre de Don Robert. Et cette lettre, on ne la connaît pas. J'aimerais bien la connaître, cette lettre. Mais c'est par la réponse qu'en fait Jacques Maritain qu'on devine ce qu'il a pu dire. Et c'est Jean Cocteau qui adresse cette lettre. Il dit, j'ai reçu une lettre d'un jeune artiste, il n'y a que vous qui pouvez l'aider. Et il répond, il lui dit, il n'y a que quelqu'un comme vous, il n'y a que Jacques Maritain qui pourrait aider cet artiste. Et il l'introduit. Et en fait, Don Robert va rencontrer, en novembre 1929, il va rencontrer Jacques Maritain. Et en fait, Jacques et Raïssa habitaient à Meudon à ce moment-là, et ils avaient ce qu'on appelait une sorte de salon, peut-être on peut dire littéraire. Lui-même travaillait beaucoup en théologie, en philosophie, donc il avait ses propres cercles d'édition, de revues, etc., beaucoup de choses, beaucoup de travaux, mais aussi il y avait ce cercle plus informel des réunions du dimanche. Et ce salon, ce cercle de Meudon a été pour énormément de gens un lieu extraordinaire de rencontre, de gens de tous bords qui se rencontraient là. Et Don Robert va le rencontrer. Et une grande amitié va naître. Et à ce moment-là, il va l'orienter vers d'autres jeunes comme lui. Alors lui, c'est pas un vrai converti, puisqu'il est de tradition catholique, mais il s'était éloigné de la foi. Et vous lirez dans mon livre cette première lettre de Don Robert, de Guy de Chaunac à Jacques Maritain, qui est absolument émouvante et d'une vérité très forte. Donc il va le rencontrer, ils vont devenir amis. Il va l'orienter vers d'autres personnes, dont ce fameux Clément Jacob,
Alors Clément Jacob n'était pas encore Don Clément Jacob, c'était un jeune moine de la même génération que Don Robert, qui était un jeune musicien. Alors lui, il était un musicien précoce, qui était connu de tout Paris, qui avait fait des choses avec Satie, Cocteau, il avait fait des choses aussi pour Cocteau, composé de la musique, donc il le connaissait, et qui s'est converti, donc juif, d'une famille juive, pas très pratiquant, mais il se convertit au catholicisme. Et à ce moment-là, il y a tout un mouvement, comme tu disais tout à l'heure, de personnalités, qui vont se retrouver à aller vers Encalcat ou des religieuses vers Sainte-Scolastique. Et il se trouve que va entrer à Sainte-Scolastique une jeune femme, si ça vous dirait rien si je vous dis comme ça, Jacqueline Rivière. En fait, il se trouve que c'est la fille de Jacques Rivière. Et Jacques Rivière a épousé Isabelle Rivière, qui est la sœur d'Alain Fournier, l'auteur du Grand Molne. Vous voyez, on regroupe tout ça. Jacqueline Rivière se convertit et va donc prendre l'habit à Sainte-Scolastique. Or, Sainte-Scolastique, ce n'est pas non plus le hasard qu'on va dans le fin fond du Tarn, comme je vous disais. C'est que, comme tu disais, il y avait tout ce mouvement intellectuel d'abbaye. À Paris, il y avait beaucoup de gens aussi d'intellectuels qui réfléchissaient, qui se connaissaient, et ils envoyaient, certains partaient à Solesmes, d'autres à d'autres endroits dans le monastère. Et il s'est trouvé que Sainte-Scolastique avait une mère, une abbesse, qui avait été formée à ce qu'on appelait à l'abbaye à Paris, dans le 7e arrondissement. J'ai un trou de mémoire, si quelqu'un me dit le nom de cette... C'est chez les sœurs de je ne sais plus quoi, enfin un lieu spirituel, pas du tout, un lieu spirituel très connu, enfin un lieu un phare en fait spirituel à Paris dans ces années-là, voilà, où il y avait un abbé Alterman, qui est officier là aussi. Et c'est lui qui a fourni en fait beaucoup de jeunes, Maritain n'étant pas prêtre, il les orientait vers un directeur spirituel qui était un prêtre, en fait. Donc, et cet abbé Alterman, alors c'est quelqu'un d'extraordinaire aussi. Je reviens un peu en arrière, je vais un peu vous saouler avec tout ça. C'était lui-même un juif converti, musicien, mélomane, qui était ami de Manuel de Falla, par exemple. Voyez, donc il y avait tout ce mouvement à la fois artistique et intellectuel et spirituel qui était là, qui existait. Voilà. Donc tous ces gens-là fait que Don Robert va à la prise d'habit de Jacqueline Rivière en juin à Sainte-Scolastique. Et dans ses souvenirs, il a mélangé deux choses. Il y a une lettre très très belle où il raconte la cérémonie d'investiture, enfin la cérémonie, et il va réfléchir un peu pendant un temps, il va revenir, il ne sait pas qu'il va devenir moine, mais quelque chose mûrit en lui, il va revenir à Paris, et dans l'été, il décide de revenir faire une sorte de, stage, on appelle ça stage maintenant, en Encalcat en septembre. Et c'est là qu'il va de nouveau à Sainte-Scolastique à la dédicace de l'église, et là il a un choc émotionnel puissant. Comment il s'appelle, Clément Jacob est là, lui Clément prend la décision aussi. Lui était déjà orienté vers la prêtrise, mais lui aussi décide de devenir moine. Il va rentrer dans sa famille, Clément, pour prévenir ses parents, parce qu'il sait que ça ne sera pas facile à accepter. Mais Don Robert, lui, Guy dit « Non, moi, je reste ici ». Et c'est là, ce fameux « je reste », c'est au mois de septembre 1930 qu'il le donne, et pas en juin. Vous allez dire, c'est qu'un détail de 3 mois. Mais dans le cheminement, c'était très important de savoir ça. Bon, donc... Il arrive en Encalcat en 1930, jeune novice, on l'oriente vers le noviciat de chœur parce qu'il avait une formation de haut niveau déjà, enfin une formation intellectuelle de haut niveau, et puis d'un milieu aristocratique. Donc on séparait à ce moment-là, il y avait 2 types de noviciats dans les abbayes en fonction un peu du niveau intellectuel et du niveau d'éducation. Hein, voilà. Mais c'était pas pour eux, si vous voulez, nous on le voit comme ça avec nos yeux maintenant, ça se faisait de manière un peu naturelle, enfin, de ces choses-là. Et il y a eu en Encalcat ce qu'on appelait justement, c'est ce groupe de jeunes moines qui arrivaient. Et donc, après, il y a eu le fameux père qui a fait du vitrail, qui était fresquiste avant de rentrer dans les ordres. Il y a frère Lucrétif qui faisait partie du groupe des artistes de Montparnasse, vous voyez, de l'école de Montparnasse, autour de Kiki de Montparnasse, qui est arrivé aussi en même temps. Donc, ils les ont appelés les Parisiens. Voyez, il y avait les Parisiens, ces recrues là, qui arrivaient de Paris, en fait, et pas de la recrue de la bourgeoisie du Tarnaise, parce qu'il y avait beaucoup de gens de la bourgeoisie tarnaise aussi, et des paysans, de milieu aussi. Donc, il y avait ces mondes-là. Et il est arrivé dans un moment extraordinaire de la fin de la construction du monastère. Donc ça, c'est très important. Vous voyez ça, je vous ai montré, parce qu'on ne voit pas toujours les lettres manuscrites. Vous voyez, sa lettre manuscrite. Et un premier autoportrait qu'il a fait pour Jacques Maritain. Vous voyez, on sent, c'est un jeune homme perturbé aussi, là, un peu sur cet autoportrait. Là, c'est l'abbé Alterman dont il a fait une aquarelle. Ça, c'est le fond maritain de Strasbourg. Voilà, donc il arrive donc... Là, excusez-moi, j'ai fait résumé pour vous expliquer un peu quand même comment il arrive là. Arrivé en 1930, lui-même disait qu'il n'a plus rien fait pendant des années. Le corpus d'œuvres de ces périodes-là, il est quand même assez important, hein, même si c'est pas... Voilà. Et alors, il y a des aquarelles, vous la voyez, un détail d'une aquarelle, où toute la transparence, la beauté, et je pense que c'est ça qui l'a surtout ému,
Il dit que la liturgie, évidemment, le lieu, mais surtout le paysage. Si vous connaissez ces coins-là du Tarn, nous, on a la chance d'y aller quand on vient de Toulouse, quand on arrive sur cette route-là et qu'on voit cette belle lumière transparente. Je pense que ça, c'est quelque chose qui l'a touché. Vous voyez, là, on voit encore une carte postale ancienne. On voit Dourgne, l'abbaye, et on voit l'église n'est pas encore construite, vous voyez, d'Ancalcat. Alors là aussi, je voulais vous dire, j'ai la chance d'avoir accès au fond des archives d'Ancalcat. Et les moines, depuis très longtemps, il y a un moine qui, à une époque, toutes les archives les a mis en panneau, par période et par année, avec ses propres commentaires. Donc, ils les sortent en général au moment de la nécrologie d'un moine. Et donc, moi, j'ai découvert ça, j'ai dit, mais vous en avez plein. Il y en a, je sais pas, 500 planches, à peu près. Et j'avais pratiquement toutes numérisées, hein. Je les ai toutes vues parce que c'est extraordinaire. Vous trouvez tous les moines. Alors, c'est pas dédié à un moine, c'est toute l'histoire de l'abbaye qui est là. Alors ça, c'est fantastique. Il s'est arrêté dans les années 80, donc on n'a pas on n'a plus tout ça après. Mais c'est extraordinaire. Et donc, on y retrouve des cartes postales anciennes. On retrouve toute l'histoire de ce début d'Ancalcat. Et Don Robert, lui, c'est les aquarelles. Alors nous aussi, on a eu beaucoup de choses je vous montre pas tout, hein. Mais parce que vous en découvrez, c'est des choses, là, avec Élodie, qu'on a découvertes qui sont complètement inédites. Alors, où ça sort de collections particulières, où ça, par exemple, c'est le Pastis Visio, c'était une fête qu'on préparait pour la consécration de l'église. Et donc, Don Robert a illustré dès 1931, vous voyez, le chantier. Le chantier de l'abbaye de l'abbatiale en cours de construction. Donc, c'est absolument savoureux, ces petits personnages. Ça, c'est dans une collection particulière. Ça s'est vendu à Albi. Maison de vente d'Albi, regardez la pêche miraculeuse. Ben, on va y trouver des poissons qu'on verra beaucoup plus tard dans l'œuvre de Don Robert. Voyez, donc ça, c'est des petites choses comme ça étonnantes. Alors cette technique, alors là, on va dire aussi cette fameuse technique de l'enluminure qui met au point alors qu'il n'avait jamais fait ça. On se demande d'où c'est venu. Tu peux me poser la question? Dans ce milieu autour de Jacques Maritain, il y avait d'autres artistes. Un artiste dont vous ne connaissez peut-être pas le nom, donc vous allez le découvrir aussi, qui s'appelle Jean Hugo, qui est un petit-fils de Victor Hugo, je peux vous dire aussi. Jean Hugo, il a une très très belle exposition l'année dernière à 3 lieux, à Lunel, au musée des Beaux-Arts de Sète et à Montpellier, je peux vous dire. Une très très belle exposition. Et il a fait beaucoup d'illustrations. Il était marié avec une femme à Paris, Valentine Hugo, et quand lui-même s'est converti, Valentine Hugo, elle a repris son nom de jeune fille, elle est partie du côté des surréalistes. Elle était très intégrée dans le groupe des surréalistes. Et Jean Hugo, lui, il est reparti vivre dans la famille, dans le mas à Lunel, le mas familial d'exploitation de vignes. Voilà. Et donc, Jean Hugo était l'aîné quand même par rapport à Don Robert, il était plus âgé. Et on va trouver, alors ça, c'est un truc extraordinaire que j'ai trouvé dans les archives, la lettre de Jean Hugo, réponse à Don Robert de comment est-ce qu'il faut faire pour peindre. Et donc, vous voyez, cette lettre, vous l'avez là. Alors, c'est très technique. Mais c'est assez extraordinaire. Et il lui a fait envoyer en 1900, regardez la date, 1933, hein. Donc il est juste un jeune novice. Il lui envoie même des peintures, il lui offre des peintures, du papier, il lui fait envoyer tout ça. Et ça, c'est extraordinaire. Et il se trouve que je suis donc allée chercher les archives chez Jean Hugo. Jean-Baptiste Hugo, son fils, parce qu'il a eu des enfants très tard, Jean Hugo, il a eu un second mariage, donc ses enfants plus tard. Jean-Baptiste nous a ouvert les archives. Et on a retrouvé la lettre de Don Robert, les 2 lettres de Don Robert à Jean Hugo, et donc on a la correspondance croisée. Alors c'est des petites choses. Vous ne verrez pas tout ça dans le livre parce que j'ai dû réduire tout ça, mais pour nous, ça a été extraordinaire de découvrir cette relation. Et alors ça, je n'ai pas pu mettre dans le livre d'aquarelle de Jean Hugo. Vous chercherez sur Internet, vous verrez. Il y a ce côté un petit peu miniaturiste aussi, avec les personnages. Vous voyez, regardez. Et ça, c'est dans une collection particulière. C'est aussi le verger en hiver en Ancalcat. Vous voyez. Voilà, ça c'est tout ce travail extraordinaire. Quand vous trouvez ça, en tant que chercheur, c'est magnifique. Voilà, j'ai répondu à ta question. Voilà, on parle. Donc, tu me parlais de l'évangéliaire. Donc là aussi, en 1937, le père Abbé lui demande de créer un évangéliaire. L'évangéliaire, c'est un grand livre pour mettre les textes de l'ordinaire de la messe et les textes des fêtes. Et il va commencer en 1937 à faire cet évangéliaire. Ça va durer sur pas mal d'années quand même, hein. Il va le faire parce que c'est très long à faire. Et vous voyez, ça, c'est la première planche. Il a commencé dans l'année liturgique. C'est le 8 décembre, la fête de l'Immaculée Conception, qui ouvre en fait aussi la période de l'Avent. Donc derrière ça, il y a la Nativité. Et cette pièce-là a été redécouverte longtemps après, lors d'une exposition où on avait emprunté à l'abbaye de Buckfast en Angleterre les premières enluminures. Et Haute-Verso, on a découvert ça. Et ça, c'est la toute première de Don Robert. Vous voyez, donc c'est magnifique. Il a une maîtrise. Et là, quand on connaît son œuvre
qu'il va faire plus tard, on y retrouve beaucoup de choses. Vous voyez, c'est très tôt ça déjà dans son œuvre. Donc il y a beaucoup de choses qui étaient déjà là. Voilà. Là, vous le voyez, alors il y a cette période où il va aller au service militaire. Enfin non, le service militaire s'est passé, c'est la guerre. Alors là, la période de la guerre, ça va être quelque chose d'extrêmement intéressant aussi pour nous à développer, mais je crois qu'on n'a pas trop le temps de vous raconter tout ça. Et alors voilà, vous voyez, quand je vous parle de la relation avec son père, on en parlait, que son père, un militaire de carrière qui aurait pu rester loin et ne pas comprendre son fils, en fait, il se trouve que cet homme était féru d'art chinois et que pendant sa retraite, il a même écrit des articles pour des revues, alors peut-être pas trop spécialisées, mais enfin, il aimait ça. Et quand il lui écrit ça, on peut dire c'est extraordinaire, c'est quelques mois avant qu'il meure, son père. Quand Don Robert reçoit ça, il a gardé cette lettre. Donc, vous voyez, quand dans les fonds d'archives, on voit ce qu'il a gardé, ben on se dit il a gardé que ce qu'il estimait le plus important pour lui. Et ça, c'est dans tout mon travail de chercheur, d'avoir découvert ça, je reconnais que c'est un enrichissement extraordinaire. Et je suis ravie de le partager aussi en suivant. 3e chapitre. Tiens. Ok, j'y vais. Oui, c'est vrai que le début pour Don Robert, c'est essentiel en fait. C'est là où se positionnent, même d'un point de vue artistique, les choses. Et on le voit avec Jean-Hugo dans la lettre que tu as découverte, qu'effectivement, il s'interroge beaucoup sur la question technique. Et ça, on va le retrouver avec la tapisserie. J'ai beaucoup relu les extraits que tu as mis parce que on voit qu'il se forme avec Jean Lurçat et Gromer pour le carton numéroté. Donc, carton numéroté, invention du XXe siècle en tapisserie. Tout au long de son travail en tapisserie, donc il commence dans les années 40 jusqu'à la fin de sa vie, il va maîtriser complètement le métier. Attention, donc il ne tisse pas, Don Robert, mais par contre, il va maîtriser la technique de la tapisserie pour pouvoir guider le lissier, parce qu'en tant que peintre cartonnier, en fait, il prend des décisions en relation avec l'atelier pour pouvoir construire son œuvre. Et ça, c'est assez passionnant chez Don Robert. Alors, tu montres du coup en 41 la guerre donc, qui éclate, retour de guerre et la révélation artistique. Peut-être que là, tu peux nous en parler un peu plus. Oui. C'est un peu pour lui le même choc qu'il a eu devant le condottiere, qu'il a tiré vers l'art et la peinture. Il raconte. Alors ça, c'est très étonnant parce que moi, maintenant, je comprends un peu pourquoi il a eu cette vision et ce choc. Il rentre de cette période de la guerre. Alors, il a fait ce qu'on appelle la drôle de guerre en Alsace. Mais il a aussi, quand il écrit, il y a des lettres absolument magnifiques. C'est un peintre qui décrit les lieux où il est. Donc, c'est à Saint-Avold, par exemple, une ville qui a été complètement désertée. Les gens n'habitent plus là. Il y a les chefs qui se baladent toutes seules dans les rues. Enfin, c'est la description qui fait, je pense qu'il y en a, je l'ai mise dans le livre, est assez extraordinaire. Et quand ils sont démobilisés, ils se retrouvent à Carcassonne, sur la route de Palaja, c'est pas Palaja exactement, et il a un choc esthétique devant une cour de ferme. Alors c'est sûr qu'il rentre de la période de la guerre, où tout est triste et tout est gris, et qu'on a peur. En fait, c'est la fin de la guerre aussi, la capitulation qui vient d'arriver aussi. Et il a cette vision du mois de juin, là, de mois d'été, même, je pense même en juillet, tu vois, la démobilisation, grâce au carnet de militaire, on le voit, là, la date exacte de démobilisation. Il a cette cour de ferme derrière un grand mur, dont il va en faire des aquarelles. Vous voyez, il n'y a pas qu'une aquarelle, il y en a plusieurs. Et ça, je vous montre une qu'on a découverte dans une collection particulière. Cette ferme de Palaja, cette vision de Palaja, qui est en fait une vision de paradisiaque, d'un bassin avec des pans, des arbres en fleurs, des altéas, des figuiers, enfin tout ça. Voilà. Et c'est ça qui va devenir cette tapisserie. Mais ça aussi, dans le livre, je le montre, ça a été préparé par plusieurs choses. Toute la période des peintures qu'on a vues d'avant, période les paysages, il y a des paysages avec des lointains, avec le ciel, avec les arbres, avec la nature, etc. Et puis, à partir de là, il va commencer à faire des aquarelles, des aplats. Hein, il n'y a plus la profondeur de champ. Eh bien, il a eu une réflexion, un échange de lettres avec un cousin d'un moine en Calcate qui était aussi féru d'art. Ils ont échangé, qui était un fou de l'art chinois et qui lui parle de l'art oriental et de l'art chinois dans ses lettres. Et à ce moment-là, on sent que Don Robert est absolument ému et impressionné par ce qu'il lui dit de l'art chinois. Et alors, c'est pratiquement la définition de la tapisserie. Un aplat de couleurs, tu vois, sans profondeur de champ. Alors, il le dit dans ces lettres-là. Donc, on a cet échange qui est assez extraordinaire. Alors, on n'a pas les lettres de Don Robert, mais on a les lettres de ce fameux François Daguin. On a ces lettres. Et donc, on dit, c'est fou. Et quand il revient, il ne va plus faire de paysage. Donc, le choc qu'il a devant cette tapisserie, on peut dire, enfin, ce parterre de fleurs qui va devenir une tapisserie, il va le traduire esthétiquement par ces aquarelles-là. Donc ça, c'est quand même aussi, tu vois, on ne peut pas dire, c'est pas que ce choc-là qui l'a amené à faire ça. Il s'y était préparé un peu mentalement, je pense mentalement, là, hein, à cette découverte de ce que c'était que l'art chinois. Évidemment, quand Lurçat va voir une aquarelle de cet esprit-là, pour lui, c'est le millefleur.
C'est l'aplat, c'est ce qui fait la tapisserie, c'est ce qui fait pour Jean Lurçat, parce que Jean Lurçat revient aussi, et il n'y a pas que lui à cette époque-là, on revient aux reproductions de peintures et de paysages du 18e en fait. Désolée Élodie, c'est ta spécialité. Mais on revient à ce moment-là sur l'idée que la tapisserie, c'est pas une copie de peinture, c'est vraiment quelque chose de très particulier, avec sa technique à elle, et qui représente l'univers d'une manière en deux dimensions, sans profondeur en fait, hein, avec le champ relevé, enfin le plan relevé. Et donc Lurçat va voir ça, va dire ça fera des magnifiques tapisseries. Ben, il a eu raison, voilà. Et au lieu de penser que dans Robert, ce qu'il pensait au début, Jean Lurçat, récupérer la commande religieuse, il va trouver en Don Robert quelqu'un qui va l'épanouir au niveau stylistiquement dans ce que lui estime être la tapisserie. Voilà. Et vous voyez, ça c'est magnifique parce que grâce aussi à des archives personnelles, on a ces lettres-là. Vous voyez, mes très sincères félicitations, mon cher Robert, pour votre panneau. Il dit, aurais-je trouvé en lui, et il dit quelque part ailleurs, aurais-je trouvé en lui le meilleur de mes élèves, il écrit à l'atelier. Vous voyez, donc dès 41, Lurçat sent qu'il y a une puissance extraordinaire dans les premières œuvres de Don Robert. Ce qui est passionnant avec Don Robert, c'est qu'en fait, voilà, malgré les circonstances, il trouve toujours une source d'inspiration, même en Angleterre quand il est exilé. C'est une nouvelle découverte, et puis en plus en Angleterre, il va avoir une certaine liberté. Moi, ce que j'ai adoré découvrir dans ton livre, c'est que finalement, il veut pas vraiment revenir à Ancale 4 à un moment donné. Cet exil, finalement, lui convient bien à un moment. Et puis, il accepte en 58 de revenir d'Angleterre, et là, c'est la redécouverte de la nature tarnaise. Et c'est vrai que cette question de l'aplat se retrouve dans son œuvre, puisqu'on n'est pas du tout en tapisserie sur une œuvre de paysage, mais vraiment on est dans le paysage. Et la photographie que vous avez choisie pour introduire le musée, c'est ça, c'est Don Robert dans les genêts en train de croquer. Et sa construction artistique, c'est le carnet de croquis, puis après une recomposition en atelier, et là naît ce travail extraordinaire de couleurs. Est-ce que tu peux nous résumer peut-être rapidement, mais très très rapidement du coup, tout ce qui se passe, on va dire, on a vu l'exil, on a vu... voilà. Alors, on va passer vite à l'exil et le retour. Je pense qu'on fera le retour en Calcate. Je vous laisserai le découvrir dans le livre, parce que c'est 20 ans assez extraordinaire de sa vie et qui est connu. Là, je voulais vous dire, en 45, quand il va commencer à faire des tapisseries, donc en pleine guerre, en 41 avec Jean Lurçat, il va tout de suite avoir un grand succès. Ce qui va expliquer sa crise après, un peu plus tard. Et je voulais vous dire, juste en vous montrant ça, c'est que vous voyez... il a participé dès le début au renouveau de la tapisserie avec Denise Majorelle, Jean Lurçat et beaucoup d'artistes. Et on a trouvé déjà, vous voyez, ça c'est grâce aux archives. Je voulais vous dire aussi que les archives que j'ai pu étudier, c'est un peu partout. Hein. C'est à la Cité de la Tapisserie à Aubusson. On trouve déjà, vous voyez, une tapisserie de Don Robert à côté de Lurçat. La première exposition à l'extérieur de la galerie La Demeure, qui n'existait pas encore en La Demeure, c'est le groupe de l'association de créateurs de peintres cartonniers de tapisserie, la PCT, qui était une association très importante auquel Don Robert a fait partie, et dès le début, il est intégré. Alors, ce qu'on voulait vous dire aussi, ça on en a parlé avec Élodie, c'est que Don Robert, il crée, il est reconnu, c'est beau, mais s'il n'y avait pas eu tout ce milieu-là, tout ce monde-là autour du renouveau de la tapisserie, je pense qu'il n'aurait jamais émergé comme il a pu émerger aussi. Hein. Là, je pense qu'il est dans ce contexte-là. Et si je vous montre cette tapisserie-là, parce qu'elle est à Dijon, c'est une tapisserie pour Notre-Dame à Dijon. C'est parce qu'il a fait au Gobelin, au Mobilier National, et que c'est au moment où il allait à Paris qu'il a rencontré beaucoup de gens, que un peu cette crise de savoir quel était son statut, quelle position il a dans ce monastère en Calcate, dans le sud, avec cette règle extrêmement rigide des offices. Alors n'oublions jamais que Don Robert est resté toute sa vie un moine bénédictin qui respectait le rythme de vie. Hein. Et moi, j'ai fait un tableur, je pourrais un jour le montrer, des sorties de Don Robert du monastère de toute sa vie. C'est pas tant que ça. Donc, à l'extérieur, on a l'impression qu'il est extrêmement libre. Il était libre, il s'habillait différemment. Mais quand le temps qu'il a passé en Calcate, c'est, je sais pas moi, c'est peut-être 10% qu'il a passé à l'extérieur de sa vie. Il respectait la règle de vie monastique. Il a, par chance, suivi l'évolution de cette règle qui était plus souple. Hein. Le lever de nuit a été abandonné plus tard. Mais ça, c'était important de voir ça. Et donc, je montre, c'est à ce moment-là, quand il allait à Paris, au Gobelin, pour mettre sur pied cette tapisserie en 46, qu'un peu cette crise s'est faite. Il a aussi une très belle publication dans une revue, la revue d'Art Sacré, qui est connue aussi avec le père Couturier, donc il a une reconnaissance. Et donc cette reconnaissance soudaine pour ce jeune moine, mais avec son côté aristo très indépendant aussi, ça lui a un peu monté à la tête. Donc c'était compliqué pour lui de vivre cette... Puis il avait regardé quel âge il avait, il avait 35 ans, hein, donc c'était quand même pas.
très jeune, hein, tout ça, oui, 35 ans. Oui, c'est ça, 35, sortie de la guerre. 1907-40, pardon, un peu plus que ça, oui. Ouais. Donc ça, c'est très important. Donc il va y avoir cette crise et l'envoi. Alors là, j'ai démêlé les nœuds de cette histoire-là, parce que c'est pas évident, vous le lirez, mais c'est pas évident, mais grâce à des témoignages. Et je pense que là, je peux être très ferme à ce sujet-là. Quand on ne sait pas les choses, on a tendance à inventer et à broder, parce qu'on ne sait pas. Et donc là, moi, je pense que j'en ai parlé, il y a les lettres que Don Robert écrit à Jacques Maritain. Jacques Maritain est quand même quelqu'un qui a une rectitude morale très, très forte. Et donc, quand il lui écrit, qu'il lui demande de l'aide, on comprend qu'il ne raconte pas n'importe quoi. Donc, je pense que là, il y a une injustice qui s'est faite, une incompatibilité de caractère avec un jeune père abbé de la même génération que Don Robert, quelque chose de très difficile. Il a été accusé finalement d'avoir aidé un jeune homme, mais il l'avait aidé de manière tout à fait innocente, on peut dire. Voilà. Il avait, et surtout, ça je le dis dans le livre, dans les lettres gardées par Don Robert, on trouve en 1980 une lettre de ce jeune qui est devenu maintenant un monsieur, qui était il n'était pas ingénieur, mais il travaillait dans une grande entreprise, qui s'est marié, qui a des enfants, et qui lui écrit, parce qu'il a vu Don Robert à une émission de télévision, et qui lui rappelle l'histoire des années 1945, enfin, on est 47 là, 47. Donc ça, c'est assez émouvant. Et ils se sont revus à Paris, ils ont discuté de tout ça, de ce problème-là, de ce qui s'était passé à ce moment-là. En fait, il a aidé en lui donnant de l'argent, c'est sûr, mais l'argent, là, c'est là qu'il a menti, parce que l'argent, il avait de l'argent de poche qui venait de vendre de tapisserie. Et la tapisserie, à l'époque, c'était une manufacture privée, juste après-guerre. On ne savait pas trop quel statut lui donner, même en Calcate. Tant qu'il y avait un moine qui faisait de la commande religieuse, comme Père Ephrem qui vendait des vitraux pour une église, c'était facile, on avait la commande d'une église. Là, il y avait des tapisseries qui se vendaient, de l'argent qui arrivait, et personne n'avait fait de contrat de vente de royalty entre l'abbaye, et l'artiste et l'atelier. Et donc, ça s'est réglé petit à petit. Il y a eu des contrats qui ont été faits, des contrats de royalty, etc., comme on peut faire entre une galerie et un artiste. Voilà, c'est ça. Et donc, il va partir en Angleterre en passant quelque temps à Kerbennat. Mais là encore, nous savons dans l'histoire qu'il est passé 10 ans. Quand il part, quand on l'envoie, le conseil de l'abbaye l'envoie à Kerbennat, une abbaye liée. En Calcate, souvent, les abbayes bénédictines sont liées comme ça par leur filiation. Il ne sait pas du tout qu'il va y rester. Combien de temps il va y rester ? En fait, il va rester 1 an. Les circonstances, vous le lirez, font qu'on lui propose d'aller à Buckfast en Angleterre. Il est ravi, mais à ce moment-là, même à un moment, il pense aller en Italie. Parce que Jacques Maritain, à ce moment-là, est ambassadeur auprès du Vatican, après-guerre. Donc, c'est quelqu'un d'important. À ce moment-là, Maritain participe à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme aussi. Je peux vous dire. Donc, c'est quelqu'un qui a été... Et à ce moment-là, Maritain, lui, part à Princeton, aux États-Unis, enseigner. Donc, catastrophe pour Don Robert, il peut plus aller, il pense aller en Italie, mais Maritain lui dit, mais en Italie, vous y serez très bien aussi. Il y a des monastères bénédictins, vous y serez très bien. Et en fait, il se trouve, qu'il va aller à l'abbaye de Buckfast, qui a des liens aussi avec l'abbaye d'Ancalcate, donc il va en Angleterre, mais quand il part, il ne sait pas si c'est pour 1 an, 2 ans. Et en fait, ça va durer 10 ans, cette affaire. Mais pour nous, historiennes de l'art, c'est passionnant parce qu'il va faire une découverte du Dartmoor, des landes du Dartmoor et les chevaux. Son amour des chevaux va s'épanouir là et ça va inspirer ses créations tout le temps. Alors, ce qui est bien pour nous, c'est quand on voit dans les archives, vous voyez, qu'on a, ça c'est une petite parenthèse pour qu'on puisse dater, là on a la chance qu'il est marqué Buckfast, vous voyez. Donc on sait que c'est les moines à Buckfast. Ça, ce sont des œuvres, maintenant on sait que c'est à Kerbennat, en Bretagne, parce qu'il y a un chien qui s'appelle Torpille. Et il y a un moine qui a eu la bonne idée de mettre au dos il y a le chien Torpille du monastère. Et on sait quelle année il est mort grâce au cahier de l'abbaye. Donc le chien Torpille, il est sur ces 2 pièces-là. Il est dans la pêche miraculeuse, dont on ne connaît plus que des noirs et blancs. Et ce bon samaritain, découpé dans une poubelle, dont Robert l'a jeté quand il est parti parce que ça ne lui plaisait pas. Et il y a un moine qui a récupéré les morceaux, qui a eu la chance, qui l'a recollé. Donc dans les archives de l'abbaye de Kerbennat, on a retrouvé cette magnifique aquarelle de ce dessin, fait dans les menus. Vous voyez, donc il y a, là encore une fois, c'est pour vous montrer le plaisir qu'il y a à faire des recherches et à découvrir, surtout quand on découvre des trésors comme ça. Voilà. Bon, ça c'est. Alors pour vous montrer aussi que son succès est important. On est à l'heure là. On va vous laisser. Mais là, je vous montre son succès. Vous voyez, là, il a eu une. Mais ça, c'est l'humour de Don Robert, vous le verrez. Là, vous voyez, il y a un petit peintre de la joie bénédictin, etc., dans Jour de France. Et alors, il a écrit une petite note, mais quelle blague! Jamais je n'ai peint ni dessiné aucun rêve de mon existence. Et ça, c'est Don Robert qui, sur cette coupure de presse, a écrit ça. Vous voyez?
il critique, il dit, regarde, dans Robert, il peigne, il dit, dessus, il a écrit lui-même, il a noté, quelle blague, je n'ai jamais peint ni dessiné aucun rêve de mon existence. Il commente, donc ça, c'est dans les coupures de presse qu'on a retrouvées dans les archives, vous voyez. Voilà. Alors, il va osciller entre plusieurs choses, une commande pour un paquebot. Alors ça, c'est une petite surprise que je vous ai faite, parce que dans le livre, vous comprendrez bien que j'ai dû résumer beaucoup de choses. Mon manuscrit d'origine, Élodie le sait, il était 2,5 fois plus gros que celui que vous avez dans le livre. J'ai dû le simplifier pour qu'il rentre dans le format du livre. Et donc, parfois, il y a un petit texte, il y a 3 lignes, et j'ai pas pu mettre les images qui vont avec. Voilà, vous voyez, donc ça, c'est l'image du paquebot Iberia. Voilà. Et ça, c'est une découverte qu'on a faite aussi à Londres. C'est la maquette très grande de la tapisserie Notre-Dame de France à Londres. Vous voyez. C'est des recherches, des découvertes qu'on fait. Voilà. Vous venez d'écouter Sophie Guérin-Gasc et Élodie Gomez-Pradier autour du livre de Sophie Guérin-Gasc, Don Robert, moine et artiste, publié aux éditions Azan, lors d'une rencontre enregistrée samedi 29 novembre 2025 à la librairie Ombre Blanche et réalisée et mise en onde par Radio Radio en collaboration avec Radio Radio Plus et Radio Terre.